Dans les rues lumineuses de Bonalamba, cette ville africaine aux avenues bordées d'arbres centenaires et aux marchés bruissants de vie, il était difficile de trouver quelqu'un qui n'ait jamais prononcé son nom avec respect ou gratitude. On l'appelait « Monsieur Jonas », parfois juste « le grand », tant son nombre porté était immense. À 45 ans, Jonas était cet homme que tous les enfants rêvaient de devenir un jour, prospère, généreux, et surtout profondément humain. Chaque matin, il quittait sa grande villa perchée sur la colline d'Azali pour traverser la ville au volant de sa berline noire. Mais avant d'arriver à ses bureaux, il faisait toujours le même détour, chez sa mère, dans le quartier populaire de Mbanzakou. Là, il déposait des provisions, échangeait quelques mots avec elle et passait voir ses neveux qui l'attendaient comme on attend Noël. Ce rituel, il ne le manquait jamais, même lors des jours de pluie ou de grande fatigue. Jonas ne comptait plus les membres de sa famille qu'il soutenait. Ses 2 frères cadets ne travaillaient plus depuis des années, ses sœurs, il les avait aidés à lancer des commerces qui survivaient uniquement grâce à ses enveloppes mensuelles. Il réglait les factures d'hôpital de ses tantes, les frais de scolarité de ses cousins éloignés, les loyers impayés d'un oncle qu'il voyait à peine. Cela allait de soi, pensait-il. Il était le pilier. Il ne pouvait pas être autrement. Pourtant, malgré son cœur grand ouvert, Jonas gardait une discrétion presque sacrée sur sa vie sentimentale. Peu de gens savaient que son cœur appartenait à Aïssé, une femme douce au regard profond, qui élevait seule une petite fille nommée Léona. Aïssé n'avait rien d'exubérant. Sa beauté n'éclatait pas comme un feu d'artifice, elle s'imposait lentement, dans la patience de ses gestes, dans la sagesse de ses silences. Ils s'étaient rencontrés par hasard, dans une salle d'attente de clinique, alors que Jonas accompagnait une nièce pour une consultation. Aïssé était là, avec sa fille fiévreuse dans les bras. L'enfant tremblait. Jonas, sans réfléchir, avait réglé la facture. Elle n'avait rien demandé. Ce geste, aussi simple qu'un battement de cœur, avait scellé un lien invisible entre eux. Depuis ce jour, il n'avait cessé de l'aimer. Mais l'amour de Jonas pour Aïssé n'avait rien d'un conte de fées. Dès que sa famille découvrit qu'il fréquentait une femme déjà mère, les murmures commencèrent à ronger l'harmonie comme des termites silencieux. Une femme avec un bagage, Jonas? Tu ne vois pas qu'elle est là pour ton argent? Elle te colle avec un enfant qui n'est même pas à toi, et tu ne dis rien. Cette fille, c'est une charge, pas une bénédiction. Elle ne t'apportera que des soucis. Il ne se cachait même plus pour la mépriser. Lors des fêtes de famille, Aïssé était ignorée ou mise à l'écart. On servait à table sans penser à elle, on riait sans jamais l'inviter à la conversation. Léona, pourtant si vive et si gentille, subissait les regards froids, les remarques venimeuses. Mais ni l'une ni l'autre ne se plaignait. Aïssé avait appris à faire silence. Elle avait compris que sa place ne se gagnerait ni par les cris ni par les justifications. Elle s'effaçait donc, mais avec dignité. Elle se contentait de l'amour de Jonas, de ses bras qui la rassuraient quand la journée avait été trop longue, de ses yeux qui lui disaient « Je suis là » quand le monde semblait vouloir l'éjecter. Jonas, lui, voyait tout. Il savait les mots blessants qui se glissaient dans les faux sourires, il entendait les soupirs de sa mère quand il s'éclipsait pour aller retrouver Aïssé. Mais il gardait le cap, pour lui, aimer cette femme, c'était comme respirer, naturel, nécessaire, inévitable. Et chaque soir, quand il retrouvait Aïssé et Léona dans leur petite maison de Kimboala, il se disait que malgré tout, il avait fait le bon choix. Là-bas, il n'était pas un pourvoyeur de billets ou un distributeur de ressources. Il était juste un homme, aimé pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il donnait. Le jour où tout bascula, le ciel de Bonalamba avait cette teinte étrange, entre gris perle et nostalgie, comme si la ville elle-même pressentait le drame à venir. Jonas, rentrant plus tôt que prévu de ses bureaux, avait le visage fermé, les traits tirés par une fatigue qu'aucun repos ne semblait pouvoir apaiser. Il gara sa voiture en silence, salua à peine ses employés, et monta les marches de la villa familiale sans le moindre mot. Dans le salon, sa mère l'attendait. Assise sur le fauteuil en rotin qu'elle affectionnait, elle agitait un éventail en tissu imprimé. À sa droite, son frère aîné s'était invité sans prévenir, comme souvent. Il y avait dans la pièce une tension palpable, comme un orage suspendu entre les murs. « Jonas, il faut qu'on parle », lança sa mère sans préambule. Il s'assit, le regard méfiant. Il savait que ce « masquait une coalition silencieuse. Sa mère, son frère, ses sœurs, tous semblaient avoir formé un bloc invisible dès qu'il s'agissait d'Aïssé. « Tu n'en as pas marre, Jonas ?» reprit-elle, la voix tremblante mais ferme.
Tu es en train de gâcher ta vie avec cette femme-là. Elle ne t'apporte rien. Rien. Tu portes le poids de toute la famille sur ton dos, et elle, qu'est-ce qu'elle donne? Une bouche de plus à nourrir. Maman? Non, laisse-moi finir. Tu mérites mieux. Une vraie femme. Une épouse sans passé, sans enfant, qui saura t'honorer comme il se doit. Pas une fille sans nom qui a juste eu la chance de croiser ton chemin. Jonas sentit quelque chose se fissurer en lui. Une colère sourde, rentrée depuis trop longtemps. Il avait encaissé, toléré, espéré qu'avec le temps ils apprendraient à voir Aïssé à travers ses yeux. Mais rien n'avait changé. Au contraire, l'hostilité s'était enracinée. Ce que tu dis est injuste, maman. Aïssé est une femme exceptionnelle. Elle ne m'a jamais rien demandé. C'est moi qui ai choisi de l'aimer. Et Léona. Léona est comme ma fille. Un rire s'exfusa de la bouche de son frère. Ta fille? Allons Jonas. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu élèves l'enfant d'un autre pendant que ton propre sang attend toujours que tu te maries et fondes une vraie famille? Tu ne vois pas qu'elle t'a piégé? Jonas se leva brusquement. Ses mains tremblaient. Il n'avait jamais levé la voix sur sa mère, jamais osé affronter sa famille de front. Mais là, c'en était trop. Ils avaient dépassé une ligne invisible. Vous ne comprenez rien à l'amour. Rien du tout. Ce n'est pas une question de mérite ou de passé. C'est une question de vérité. Et Aïssé est la seule vérité que j'ai connue dans cette vie pleine de faux-semblants. Il claqua la porte derrière lui, laissant le silence s'effondrer comme une marée. Dans sa voiture, les mains serrées sur le volant, Jonas avait le cœur en feu. Il savait que cette confrontation n'était que le début. Qu'en osant défendre son bonheur, il venait de déclarer la guerre au sien. Ce soir-là, quand Jonas franchit le seuil de la maison qu'il partageait avec Aïssé, tout en lui portait encore les traces de cette douloureuse bataille. Le soir, quand Jonas franchit le seuil de la maison qu'il partageait avec Aïssé, il n'était plus le même homme. Derrière son sourire fatigué, il portait les éclats d'une déchirure qu'il n'osait pas encore nommer. Il trouva Aïssé dans la cuisine, les mains enfarinées, un foulard coloré noué à la va-vite sur sa tête. L'odeur du poisson braisé embaumait la pièce, douce et familière comme un souvenir d'enfance. « Tu es rentré tôt aujourd'hui, tout va bien ?» demanda-t-elle, essuyant ses mains sur un torchon. Jonas hocha la tête. Il ne savait pas comment dire. Comment nommer l'indicible? Comment lui avouer que sa famille venait de la juger, de la condamner sans procès, comme si son amour pour elle était une faute à laver? On m'a tendu une embuscade, dit-il finalement. Chez maman. Aïssé le regarda, inquiète. Ils ont encore parlé de moi, c'est ça? Il acquiesça sans un mot. Aïssé baissa les yeux, mais ne dit rien. Elle avait cessé de se défendre. À quoi bon? Elle savait qu'elle n'aurait jamais le bon pédigré à leurs yeux. Elle avait appris à encaisser en silence. Elle se savait tolérée, jamais acceptée. Je suis fatigué, Aïssé. Fatigué de devoir me justifier d'aimer une femme comme toi. Le mot « comme toi » lui échappa. Il le regretta aussitôt. Il vit le regard d'Aïssé se figer, l'éclat de douleur y jaillir comme une gifle muette. « Une femme comme moi ?» murmura-t-elle. « Je ne voulais pas dire ça. Mais tu l'as dit, Jonas. Et peut-être que tu le penses un peu. » Elle s'éloigna de lui, lentement, comme si chaque pas la séparait d'un rêve qui s'effritait. Dans le couloir, Léona apparut avec son cahier de coloriage, insouciante. Elle courut vers Jonas, se jeta dans ses bras. « Papa. Regarde mon dessin. » Jonas l'étreignit avec tendresse, mais son cœur se serra. Ce mot-là, papa, avait fini par devenir un fil fragile entre lui et l'enfant. Il l'avait tissé jour après jour, entre les biberons et les berceuses, les jeux du dimanche et les nuits de fièvre. Mais soudain, il se demanda si ce lien tiendrait face à la tempête qui s'annonçait. Car dans les jours qui suivirent, tout changea. Sa mère cessa de l'appeler. Son frère ne décrocha plus. Les invitations familiales s'évanouirent, et autour de lui, le silence s'épaissit comme une menace. Puis vint le coup de grâce. Un matin, alors qu'il sortait d'une réunion au siège, il reçut un message sec et tranchant. « Maman est malade. On ne veut pas qu'elle meure à cause de cette honte que tu portes. Sois un homme. Fais le bon choix. » Il relut le message plusieurs fois,
incapable de respirer. Ce n'était plus une opinion, c'était un ultimatum. Un chantage tissé dans le fil du sang et du devoir. Et Jonas, pour la première fois, sentit son amour vaciller. Le poids de ces mots lourds comme une sentence ne le quittait plus. Dans le silence de sa voiture, Jonas laissa son téléphone glisser lentement entre ses doigts, tandis que l'écho de cet ultimatum résonnait en lui, ouvrant une plaie béante que rien ne semblait pouvoir refermer. Le téléphone de Jonas resta longtemps dans sa main, écran noir, message figé. Assis dans sa voiture garée sous le flamboyant du parking de l'entreprise, il sentait son souffle court, irrégulier, comme s'il venait de courir. Mais il n'avait rien fait. Rien, sinon lire ces quelques mots qui suffisaient à tout fissurer. Maman est malade. On ne veut pas qu'elle meure à cause de cette honte que tu portes. Sois un homme. Fais le bon choix. Le bon choix. Les mots résonnaient dans sa tête comme une injonction brutale, nue de compassion, dépouillée d'humanité. Il entendait la voix de sa mère dans son souvenir. « Mon fils, un homme digne ne se lie pas à n'importe qui. Ton avenir dépend de tes choix. » Et maintenant, elle était malade. Et toute sa fratrie, toute cette muraille invisible de reproches et de jugements, le regardait comme s'il en était la cause. Il rentra chez lui plus tard ce soir-là. Très tard. À l'intérieur, la maison dormait. Seul le tic-tac régulier de l'horloge murale berçait le silence. Il entra dans la chambre et trouva Aïssé, assoupie dans le lit, la couverture à moitié glissée sur le sol. Elle tenait un des livres qu'elle aimait lire le soir, ces romans qu'il ne comprenait jamais, mais qu'elle feuilletait avec passion. Il resta là, debout dans l'ombre, à la regarder. Aïssé. Celle qui avait été sa lumière, sa force douce, sa complice. Elle n'avait pas les titres qu'on attendait, pas les manières apprises, pas le bon nom. Mais elle avait ce cœur vaste, ce courage silencieux de celle qu'on sous-estime. Elle avait cru en lui avant qu'il ne soit quelqu'un. Et maintenant, parce qu'il était devenu quelqu'un, on lui demandait de l'abandonner. Il se glissa à ses côtés, sans bruit, et ferma les yeux. Mais son sommeil fut un champ de guerre. Le lendemain, il évita le regard d'Aïssé. Il embrassa Léona distraitement. Il répondit à peine aux questions. Et quand il referma la porte derrière lui, un vide glaçant lui rongeait déjà le ventre. Les jours suivants, il devint un fantôme. Présent sans l'être. Il travaillait plus tard, parlait moins, riait encore moins. Aïssé sentait le changement, mais elle ne disait rien. Elle connaissait cette distance-là, elle l'avait déjà croisée dans d'autres foyers, chez d'autres femmes. C'est ainsi que les amours s'effritaient, non pas en cris, mais en silence qui s'accumulent. Un soir, elle l'attendit dans le salon, les bras croisés. Il entra à 22 heures passées, les yeux rougis de fatigue ou d'autre chose. « On peut parler ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Il hésita, puis hocha la tête. Elle lui fit signe de s'asseoir. Lui, resta debout. « Tu t'éloignes, Jonas. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas le voir. » Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle le fixa droit dans les yeux. « Est-ce que tu veux encore de cette vie? De moi? Sois honnête, Jonas. Parce que moi, je n'ai pas honte de t'aimer. Je n'ai pas honte de cette famille qu'on a construite. Mais je sens que toi, tu doutes. Et ça me tue à petit feu. » Il voulut lui dire qu'il l'aimait encore. Il voulut la rassurer, la serrer, pleurer même. Mais il ne fit rien. Il resta là, figé, prisonnier entre deux mondes. Le silence qu'il lui offrit fut plus cruel qu'un mensonge. Et Aïssé comprit. Elle vit dans son regard que l'amour, même s'il n'était pas mort, n'était plus assez fort pour résister à ce que le monde exigeait de lui. Puis, sans un mot ni un bruit, la vie qu'ils avaient tissée commença à se défaire, imperceptiblement, comme un voile qui se lève à l'aube, laissant place à un vide que rien ne pourrait combler. Il n'y eut ni cri, ni porte claquée, ni bagage jeté en bas de l'escalier. Ce fut plus discret que cela. Comme une brume qui se dissipe au matin sans qu'on sache quand elle a cessé d'exister. Ce matin-là, Jonas s'était levé sans bruit, comme à son habitude. Il avait bu son café seul, devant la fenêtre, sans remarquer l'absence de la tasse bleue qu'Aïssé utilisait toujours. Léona dormait encore, pelotonnée contre un coussin sur le canapé, après une nuit où elle avait attendu que sa mère lui lise la suite de son histoire. Mais Aïssé n'était jamais revenue dans la pièce. Quand Jonas monta dans la chambre, elle n'était plus là. Pas de vêtements dans la penderie. Le tiroir de la commode vide.
La brosse oubliée sur la coiffeuse, seule trace tangible qu'elle avait un jour habité cette maison. Il resta un long moment debout au milieu de la pièce. Son regard se posa sur le lit impeccable, les coussins remis en place. Un détail le frappa, le livre qu'elle lisait, celui qu'il avait vu entre ses doigts un soir, était posé sur l'oreiller. Ouvert à la page 212. Un signet y était glissé, avec un mot, écrit de sa main. « Tu m'as aimé un temps, mais tu ne t'es jamais battu pour moi. Moi, j'aurais tout donné pour toi. Même ma dignité. Aujourd'hui, je choisis de me sauver. » Pas de colère dans les mots. Juste une douleur contenue. Une résignation digne. Jonas s'assit sur le lit, le mot entre les mains, le souffle court, et le poids de la solitude s'abattit sur lui comme une enclume. Il voulait pleurer, mais aucune larme ne vint. Ce genre de tristesse ne coule pas, elle ronge en silence, elle creuse un vide derrière les côtes. Il descendit dans le salon. Léona ouvrit les yeux à cet instant, frottant ses paupières du revers de sa petite main. Elle sourit, comme chaque matin. « Papa, maman et tout ?» Il se força à sourire. Mais sa voix trembla. Elle est sortie, princesse. Elle reviendra plus tard. Mais il savait qu'elle ne reviendrait pas. Pas cette fois. Dans les jours qui suivirent, les heures étaient devenues épaisses. Les gestes mécaniques. Jonas se levait, allait au travail, s'occupait de Léona, rentrait. Mais il n'était plus là. Son esprit restait suspendu à cette chambre vide, à ce mot laissé comme une épitaphe. Il dormait sur un côté du lit, sans toucher l'autre. Il gardait ses messages non lus, dans l'espoir vain qu'un jour, elle enverrait un signe. Mais Aïssé avait disparu comme une plume dans le vent. Pas d'adresse. Pas d'appel. Rien. Et c'est peut-être ça, le plus cruel. Ne pas avoir été quitté par colère, mais par épuisement. Ne pas avoir été haï, mais abandonné avec amour. Les semaines passèrent, lourdes et silencieuses, comme un brouillard qui ne se dissipe jamais vraiment. Jonas avançait dans ses journées, le visage marqué par une fatigue qu'il cachait mal. La maison, elle, semblait figée dans une attente sourde, où chaque pas résonnait comme un rappel de l'absence d'Aïssé. Un matin, alors qu'elle s'était rendue au domicile sans prévenir, Aïssé trouva dans la boîte aux lettres une enveloppe à son nom. C'était une correspondance officielle de l'hôpital, où elle était inscrite comme personne de confiance, chargée de recevoir les résultats médicaux de Jonas, qu'il avait demandé à désigner ainsi lors de sa dernière consultation, incapable de gérer seule ses démarches. Le cœur serré, elle déchira doucement l'enveloppe, lisant avec attention les résultats. La nouvelle était tombée, Jonas était atteint d'une maladie grave, mais détectée à un stade où tout restait encore possible, à condition de ne pas perdre un instant. Elle sentit son souffle se couper, un mélange de peur, de tristesse et de détermination l'envahir. Elle avait quitté la maison, mais pas le combat. Elle avait choisi de partir pour se protéger, pour mieux revenir quand Jonas en aurait le plus besoin. Ce même jour, elle écrivit un message qu'elle glissa dans la chambre de Jonas, posant à côté un carnet où elle avait inscrit, en toute simplicité, ses pensées et ses encouragements. Plus tard, quand Jonas trouva la lettre et les mots d'Aïssé, son regard se posa sur chaque ligne, surpris de découvrir cette part d'elle qu'il n'avait jamais vue. Léona, à ses côtés, lui demanda avec une douceur enfantine. « Papa, maman m'a dit que parfois, même quand on est loin, on peut rester près dans le cœur. » Jonas sourit, fragile. Oui, Aïssé était partie, mais elle n'était pas partie pour de bon. Son départ n'avait été qu'un souffle, une pause, un cri étouffé pour mieux revenir. Le combat de Jonas venait de commencer, et, malgré la distance, il savait qu'Aïssé serait là, quelque part, prête à l'épauler quand il en aurait le plus besoin. À mesure que les jours s'écoulaient, Jonas comprit que ce qui avait semblé un éloignement définitif n'était en réalité qu'un pas en arrière, nécessaire pour mieux se tenir prêt à affronter ensemble l'épreuve à venir. Les jours suivants furent un mélange étrange d'angoisse et d'espoir. Jonas, qui jusqu'alors s'était laissé porter par la routine et la douleur sourde de l'absence d'Aïssé, se retrouva soudain face à une réalité tangible, concrète. Cette maladie, il devait désormais l'affronter, et cette fois, seul. Pourtant, dans le silence de ces nuits, quand tout semblait s'effondrer autour de lui, il retrouvait la présence d'Aïssé à travers ses mots écrits. Elle n'était pas là physiquement, mais son soutien invisible enveloppait la maison comme une couverture fragile contre le froid. Une semaine après avoir trouvé la lettre, Jonas reçut un appel. La voix d'Aïssé, plus faible, mais déterminée, lui parvint au téléphone.
Jonas. Je sais que c'est dur. Je ne voulais pas partir comme ça, sans t'expliquer. Mais j'ai dû prendre du recul. Pour mieux revenir. Je veux t'aider. Ces mots, simples mais porteurs d'un monde de promesses, firent éclore une petite lumière dans le cœur de Jonas. Il sentit qu'il n'était pas seul. Que, malgré tout, leur lien tenait bon. Peu à peu, ils mirent en place un fragile réseau d'échanges, des rendez-vous médicaux pris en commun, des conseils pour gérer la maladie, et surtout, cette présence à distance qui, jour après jour, se fit plus tangible. Léona, elle, percevait ce renouveau. Elle sentait que sa mère revenait, pas tout à fait, mais assez pour que l'espoir reprenne place dans ses yeux d'enfant. Au fil des semaines, Jonas se força à avancer, à se battre. La maladie était une montagne à gravir, mais il savait que derrière lui, à quelques pas, Aïssé marchait aussi, silencieuse mais présente. Et dans cette épreuve, naquit une forme nouvelle d'amour, plus profonde, plus sincère, bâtie sur la force du pardon et du soutien mutuel. Le départ d'Aïssé, loin d'avoir été une fin, devint le commencement d'un combat commun, celui de la vie face à la maladie. Mais cette fragile lumière d'espoir allait bientôt être mise à l'épreuve, quand la vérité, lourde et implacable, s'inviterait enfin au cœur du foyer. Le salon était silencieux, chargé de cette attente que l'on sent peser avant une tempête. Jonas était assis, les mains crispées sur ses genoux, le regard fuyant vers le sol. Autour de lui, Léona jouait distraitement avec une peluche, inconsciente du poids qui allait s'abattre sur leur vie. Sa mère, doucement, prit place en face de lui. Son visage portait déjà les marques de l'inquiétude, de ces prémices qu'on devine avant qu'un secret éclate au grand jour. Son père, plus distant, croisait et décroisait nerveusement les doigts. « Jonas, » murmura sa mère, la voix tremblante, « tu voulais nous parler ?» Il releva lentement les yeux, cherchant la force dans leur regard. Un souffle. Puis les mots, durs et fragiles, sortirent enfin. « J'ai reçu les résultats, » dit-il d'une voix rauque. « Je suis malade. C'est grave. » Le silence tomba comme un couperet. Sa sœur, jusque-là muette, lâcha un cri étouffé. Léona s'arrêta de jouer, son visage s'illumina d'un mélange d'incompréhension et d'angoisse. Jonas sentait son cœur battre à toute vitesse, une douleur sourde lui vrillant la poitrine. Il voulait tout effacer, nier l'évidence, mais les mots étaient là, pesant comme une vérité qui ne peut plus être cachée. « Je vais devoir me battre, » ajouta-t-il, « pour Léona, pour vous, mais je ne sais pas combien de temps j'ai. » Sa mère se leva, s'approcha et posa une main tremblante sur son épaule. « On est là, Jonas. Tu n'es pas seul. » Dans ce souffle fragile, la famille se resserra, consciente que leur vie venait de basculer, mais décidée à affronter ensemble la tempête à venir. Mais alors que la douleur de l'annonce commençait à s'installer, un autre poids, plus insidieux, s'abattit sur Jonas, celui des non-dits, des jugements et des intérêts froids, prêts à s'immiscer dans leur combat. Le silence lourd fut rapidement remplacé par un murmure sourd, une agitation feutrée mais palpable. Jonas sentait le poids de chaque regard posé sur lui, mais ce n'était pas celui de la compassion. Non. C'était autre chose. Quelque chose de plus dur, plus froid. Sa mère, les lèvres pincées, prit la parole d'une voix ferme, presque autoritaire. « Jonas, il faut que tu penses à ton testament. À ta succession. Tu ne peux pas partir sans avoir réglé ça. » Il la regarda, interdit, le souffle encore court. « Maman, ce n'est pas le moment. Je... » Si, Jonas, c'est précisément le moment, insista-t-elle. Tu dois décider clairement. Je te conseille de ne rien léguer à Aïssé ni à cet enfant. Ce ne sont pas ta famille. Un froid glacial descendit sur lui. Léona est ma fille, reprit-il d'une voix tremblante. Elle a autant de droits que n'importe qui. Sa mère haussa les épaules, un sourire amer flottant sur ses lèvres. C'est toi qui choisis, Jonas. Mais souviens-toi que la famille, c'est nous. Pas une femme qui est partie, ni une enfant née d'un autre. Dans un coin de la pièce, un oncle échangea un regard entendu avec un cousin, tandis que la tante murmurait à demi-voix. Il faut être sûr que tout reste dans la famille. Jonas sentit son cœur se serrer, non pas à cause de la maladie, mais à cause de cette trahison silencieuse qui creusait un fossé entre lui et ceux qu'il croyait proches. Il se leva lentement, les jambes tremblantes, le regard fixé au sol. « Je vais réfléchir, » murmura-t-il.
Mais il savait déjà que cette épreuve serait aussi un combat contre ceux qui ne voyaient en lui qu'un héritage à partager, et non un homme à aimer. À des kilomètres de là, dans une petite chambre d'un immeuble au mur blanc, Aïssé serrait contre elle une photo de Léona, les doigts crispés, le regard noyé dans une tristesse silencieuse. Elle avait appris, par une amie commune, l'attitude de la famille de Jonas. Leur froideur, leur calcul, leur indifférence cruelle. Une blessure nouvelle, après tant d'autres. Pourtant, malgré la douleur, une flamme d'espoir brûlait en elle. Elle savait que Jonas n'était pas seul dans ce combat. Un matin, elle prit son téléphone, hésita, puis composa le numéro de Jonas. « Jonas ? C'est moi. Je sais ce que tu traverses. Je sais ce que cette famille te fait. Mais tu n'es pas seul. Je serai là, pour toi, pour Léona. » De l'autre côté du fil, Jonas sentit une vague de chaleur lui remonter le long de l'échine. La voix d'Aïssé était fragile, mais pleine de détermination. « Merci, Aïssé. J'en ai besoin. Ils veulent me déchirer, mais je veux me battre. Pour toi, pour Léona, pour nous. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous, de papiers, de décisions difficiles. Mais Jonas trouva dans le soutien d'Aïssé une force nouvelle, un refuge face à la tempête familiale. Ils parlèrent souvent, préparèrent ensemble l'avenir, défiant les jugements et la méfiance. Petit à petit, Jonas comprit que sa vraie famille ne se définissait pas par le sang ou l'héritage, mais par l'amour et la fidélité au cœur. Ce lien fragile, tissé à travers la distance et la douleur, devint leur ancre face à la tempête, donnant naissance à un combat partagé qui ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent l'appel d'Aïssé furent les plus lourds que Jonas ait jamais connus. Mais à chaque instant de doute, une pensée le réchauffait, elle était là, quelque part, avec lui, même à distance. Aïssé, de son côté, ne pouvait rester immobile. Chaque minute libre, elle la passait à parcourir des articles médicaux, à contacter des spécialistes, à chercher des traitements alternatifs, des conseils, des témoignages. Elle voulait comprendre, apprendre, pour mieux soutenir Jonas. Il faut qu'on lutte ensemble, Jonas. Cette maladie ne doit pas être une fin. C'est un combat, un défi que nous allons relever. Elle trouvait aussi des groupes de soutien pour les proches des malades, des forums où elle partageait leur histoire, recueillait des conseils, des mots d'encouragement. Elle s'armait de courage pour porter cette bataille aux côtés de Jonas. Puis, un matin, après des semaines de silence, elle fit le pas qu'elle redoutait et espérait à la fois, revenir à la maison. Son retour fut discret, mais chargé d'émotion. Elle franchit le seuil avec Léona dans les bras, le regard lumineux malgré la fatigue visible. Jonas, surpris, ne sut d'abord quoi dire. « Je suis là, » dit-elle simplement. « Je ne te laisserai pas seul. » Leur complicité, fragile mais solide, reprit doucement racine. Ensemble, ils réorganisèrent la maison, aménagèrent un espace où Jonas pourrait se reposer, se soigner, mais aussi rêver encore. Les soirées étaient remplies de discussions sur les traitements, les rendez-vous médicaux, les espoirs et les craintes. Aïssé, attentive, savait écouter sans juger, encourager sans imposer. Et au fil des semaines, Jonas sentit la force revenir, porté par ce lien qui résistait à tout, même à la maladie. Le jour où Aïssé franchit de nouveau le seuil de la maison, l'air semblait chargé d'une tension invisible, lourde et oppressante. Jonas, affaibli, s'appuya sur le cadre de la porte, le regard fatigué, presque absent. Sa mère, qui l'attendait dans le salon, croisa les bras avec un sourire glacial. « Tu reviens pourquoi, Aïssé ? Pour t'accaparer ce qui ne t'appartient pas ?» demanda-t-elle d'une voix dure, chaque mot tranchant comme un coup de couteau. Les cousins, les oncles, la tante, venus sans prévenir, chuchotaient entre eux, échangeant des regards méfiants. « On ne va pas laisser cette femme vider la maison pendant que Jonas est à moitié mort, » murmura l'un d'eux, les yeux fixés sur Aïssé. Jonas détourna les yeux, le souffle court. Il avait déjà tant combattu contre son corps qui refusait de coopérer, contre la maladie qui s'immisçait en lui. Mais là, c'était son propre sang qui semblait le poignarder. « Maman, je ne veux pas de conflit, » dit-il d'une voix cassée. « Laisse-la m'aider. »« T'aider ? Mais de quel droit ?» s'insurgea sa mère. « Elle n'a jamais été à tes côtés quand il fallait. Maintenant qu'il y a de l'argent en jeu, elle revient. Tu ferais mieux de faire ton testament au plus vite. Et tu oublies Léona. Elle ne mérite rien. » Un silence glacé tomba sur la pièce.
Jonas serra les poings, les jointures blanchies. C'est facile de juger quand on n'a jamais marché dans mes chaussures, murmura-t-il. Je suis malade, j'ai besoin d'aide, pas de jugement. Aïssé s'avança alors, le regard droit, la voix douce mais ferme. Je suis revenu parce que Jonas est mon mari, Léona ma fille. Pas pour l'argent, mais pour l'amour et le soutien. Et si vous ne pouvez pas comprendre ça, alors c'est vous qui avez perdu. Un éclat d'émotion traversa les yeux de Jonas. Il sut que malgré la fatigue, malgré la maladie, ce retour marquait le début d'un combat bien plus grand, celui de préserver ce qui restait de leur famille, contre tous les vents contraires. Les jours s'étiraient au rythme lent de la convalescence de Jonas. Sous le regard attentif d'Aïssé, il reprenait peu à peu des forces, défiant parfois la gravité de son état. Au début, elle accueillait chaque petit progrès avec une joie mêlée d'espoir, un sourire esquissé, une poignée de main plus ferme, un pas de plus vers la salle de bain sans aide. Mais très vite, elle remarqua des détails qui la troublaient. Parfois, alors que le diagnostic officiel annonçait une maladie implacable, irréversible, Jonas semblait échapper à cette fatalité. Il résistait aux douleurs qu'on lui avait prédictes, son souffle s'améliorait alors qu'on lui avait parlé d'essoufflement constant. Un soir, assise près de lui, Aïssé lui tenait la main, ses yeux scrutant le moindre signe. « Jonas, est-ce que tu ressens encore ces douleurs ?» Il secoua la tête doucement. « Non, pas vraiment. Parfois, je me sens mieux que la veille. » Ces mots plantèrent une graine de doute dans l'esprit d'Aïssé. Elle reprit ses recherches avec une intensité nouvelle, fouillant livres, articles médicaux, forums spécialisés, à la recherche d'une explication. Son cœur battait plus vite à chaque piste suivie, à chaque témoignage lu. Et si le diagnostic était erroné? Et si la maladie que l'on lui avait annoncée n'était pas celle qui rongeait Jonas? Ces questions la tenaillaient jour et nuit, mêlées à une peur sourde, celle de se tromper, de ne pas pouvoir sauver l'homme qu'elle aimait. Un soir, elle fit un pas qu'elle redoutait, elle contacta un spécialiste, une voix d'espoir au bout du fil, prête à réexaminer les symptômes, à envisager une autre voie. Dans le silence de la chambre, Jonas dormait paisiblement, ignorant encore que le combat pour sa guérison venait à peine de commencer, cette fois, avec Aïssé à ses côtés, déterminée à découvrir la vérité. Les doutes d'Aïssé ne la laissaient plus en paix. Chaque fois qu'elle regardait Jonas, elle voyait un homme qui, malgré la lourdeur du diagnostic, montrait des signes de guérison bien plus rapides que prévu. Cette contradiction la rongeait. Un soir, après avoir observé Jonas sourire doucement en préparant le repas, elle osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Jonas, et si on retournait à l'hôpital pour refaire quelques examens? Juste pour être sûr. » Il la regarda, surpris, mais il vit dans ses yeux cette inquiétude mêlée d'espoir. « D'accord, » répondit-il avec un souffle léger. « Je te fais confiance. » Le lendemain, ils prirent rendez-vous pour un contrôle complet. Les examens furent réalisés avec minutie, et les jours qui suivirent furent remplis d'attente et de silence. Puis vint l'appel qui bouleversa leur monde. « Monsieur Jonas, après réanalyse, vos résultats sont revenus négatifs. Vous n'avez pas de cancer. » Le soulagement fut immense, mais la prudence aussi. Pour s'assurer, ils prirent la décision de faire une contre-expertise dans un second hôpital. Là encore, le verdict fut le même, pas de cancer. De retour dans leur ville, ils allèrent voir le médecin traitant de Jonas, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Le docteur, surpris lui-même par cette erreur, prit le temps de revoir tous les dossiers avec attention. Il semblerait qu'il y ait eu une confusion, expliqua-t-il avec sérieux. Vos résultats ont été mélangés à ceux d'un autre patient. C'est une erreur regrettable. Jonas, encore fragile, demanda d'une voix hésitante. Mais, mes symptômes. Cette fatigue, cette douleur? Le médecin baissa les yeux un instant, puis expliqua avec douceur. Vous avez traversé une période difficile. La dépression peut se manifester par des symptômes physiques très forts. Votre corps a réagi à votre souffrance émotionnelle. Le départ d'Aïssé vous avait profondément affecté. Depuis son retour, vous semblez retrouver un équilibre, ce qui explique votre rétablissement rapide. Un silence s'installa, lourd de vérité. Jonas serra la main d'Aïssé, un mélange de gratitude et de soulagement dans le regard. « Merci d'être revenu, » murmura-t-il. « Grâce à toi, j'ai retrouvé la vie. » Aïssé lui sourit, le cœur apaisé, prêt à affronter ensemble les jours à venir. Heureux de cette nouvelle qu'il avait tant espérée,
Jonas décida d'organiser un dîner pour annoncer à sa famille qu'il n'était pas malade, que l'erreur avait été révélée, que la vie reprenait enfin ses droits. Il s'attendait à des visages rayonnants, des embrassades, des larmes de joie. Mais à sa grande surprise, l'accueil fut tiède, presque froid. Sa compagne, Aïssé, rayonnait, pleine d'espoir et de bonheur, mais autour de la table, les visages semblaient voilés d'un voile d'indifférence ou de déception masquée. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint quand sa nièce, une jeune femme de 19 ans, posa sa fourchette et, sans filtre, s'exclama à voix haute. « Mais oncle, tu m'avais promis que tu me léguerais ta voiture. Comment je vais faire maintenant que tu ne vas plus mourir ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Jonas, choqué, tourna lentement la tête vers ses parents et ses frères et sœurs, espérant y voir la moindre réprimande, un signe qu'ils allaient recadrer sa nièce. Mais ils évitèrent son regard, baissèrent la tête, et sa mère, rapide comme l'éclair, changea brutalement de sujet, comme si rien n'avait été dit. Cette scène fut un électrochoc. La tristesse de Jonas laissa place à une colère sourde et à une résolution claire. Le soir même, dans un geste définitif, il rédigea son testament. Il déshéritait toute sa famille biologique. Il coupa tout contact avec eux, décidant de ne plus perdre son énergie et son amour pour ceux qui ne se souciaient que des biens matériels. Son regard se posa alors sur Aïssé, la seule qui, malgré tout, avait veillé sur lui avec une inquiétude réelle, un amour authentique. C'était avec elle qu'il voulait construire son avenir. Les jours qui suivirent furent comme un souffle nouveau pour Jonas. Libéré du poids d'un héritage empoisonné, il trouva en Aïssé un refuge où poser son cœur meurtri. Leur complicité grandit, apaisée par la sincérité et la confiance retrouvée. Chaque matin, elle venait le réveiller doucement, préparait le café qu'il aimait, et l'encourageait à sortir, à reprendre goût aux petites joies simples de la vie. Ensemble, ils riaient, partageaient des souvenirs et imaginaient un avenir différent, loin des rancunes et des faux-semblants. Mais au fond de lui, Jonas portait encore la blessure de la trahison familiale. Parfois, dans le silence de la nuit, il repensait à cette nièce, à ce regard déçu, à l'indifférence de ses proches. Aïssé sentait cette douleur sourde. Elle s'imposa alors un rôle nouveau, celui de protectrice. Elle entreprit des recherches sur la maladie qu'il avait faussement condamnée, voulut comprendre chaque symptôme, chaque traitement possible, pour veiller au mieux sur lui. Un jour, en observant Jonas, elle remarqua quelque chose d'étrange, certains signes physiques n'étaient pas ceux d'une maladie grave, mais plutôt ceux d'une profonde fatigue psychologique. Elle osa alors lui suggérer. « Jonas, et si on retournait à l'hôpital, pour faire un contrôle complet ? Juste pour être sûr, pour ne rien laisser au hasard. » Il hésita. L'idée de replonger dans les salles blanches et les diagnostics lui faisait peur. Mais il voyait dans les yeux d'Aïssé la force et l'espoir. Il accepta. Les nouveaux examens, réalisés dans un autre hôpital, confirmèrent ce que le couple redoutait autant qu'il l'espérait, Jonas n'avait pas de cancer. C'était une erreur, une méprise, un cauchemar qui s'effaçait. Le médecin traitant, consulté à nouveau, expliqua que les résultats du premier diagnostic avaient été attribués par erreur à un autre patient. Quant aux symptômes, il parla avec douceur d'une dépression liée à l'abandon d'Aïssé et à la violence émotionnelle que Jonas avait traversée. « Tout s'est amélioré depuis ton retour, expliqua-t-il. Ton corps et ton esprit commencent à guérir. » Ce jour-là, Jonas comprit que ce qui l'avait réellement menacé, ce n'était pas une maladie du corps, mais la douleur de la solitude, de la trahison, et de l'abandon. Il serra la main d'Aïssé, la gratitude et l'amour remplissant chaque fibre de son être. « Merci d'être revenu, murmura-t-il. Elle lui sourit, et dans ce simple échange, une nouvelle vie commença. Les semaines devinrent des mois, et avec chaque jour qui passait, Jonas reprenait peu à peu goût à la vie. Sa relation avec Aïssé, née dans la douleur et le doute, s'était muée en une force tranquille. Ensemble, ils reconstruisaient un foyer où Léona retrouvait le sourire, où les silences lourds étaient remplacés par des éclats de rire sincères. Un soir, alors que la douceur du crépuscule enveloppait la maison, Jonas prit la main d'Aïssé. Son regard tremblait d'émotion, mais sa voix était ferme. « Aïssé, je ne veux plus jamais te perdre. Veux-tu m'épouser ?» Surprise, les larmes aux yeux, elle hocha la tête, incapable de parler. Ce geste simple, ce serment silencieux, scella leur avenir commun. Le mariage fut organisé, modeste mais rempli d'amour, loin des faux-semblants et des jugements. Puis vint le jour où la famille de Jonas, lasse de voir leur relation se renforcer malgré leur froideur passée, tenta une approche.
Sa mère, accompagnée de ses frères et sœurs, vint lui présenter des excuses maladroites, reconnaissant la douleur qu'il lui avait causée. « Jonas, nous avons été égoïstes, nous n'avons pas su te soutenir comme il fallait. Pardonne-nous, » dit sa mère, la voix tremblante. Jonas les regarda longuement, son cœur encore marqué par leur indifférence. Mais il savait qu'il ne pouvait pas rester prisonnier du passé. « Je vous pardonne, » répondit-il calmement, « mais sachez que je ne reviendrai pas sur ma décision concernant mon testament. Aïssé et Léona sont ma famille désormais. » Leur visage reflétait un mélange de soulagement et de déception. Jonas, lui, sentait une paix nouvelle s'installer en lui. Il avait fait le choix de la lumière, du pardon sans oubli, et surtout, de l'amour qui guérit. À partir de ce jour, Jonas, Aïssé et Léona avancèrent main dans la main, construisant pas à pas un avenir où chaque sourire effaçait un peu plus les blessures du passé. Que pensez-vous de la réaction de Jonas? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé l'histoire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez-la à vos proches.